Hey, 大家好, c'est Mochine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait qui s'est passé en août 1900 entre les murs de la Cité interdite. Cette histoire est tellement épique qu'on parle même de légende à l'étranger. Pourtant, cette histoire très célèbre en Chine a bien eu lieu. Et à l'époque, la terrible impératrice douairière Cixi a tout fait pour étouffer l'affaire. Mais de quelle affaire parle-t-on au juste? Une affaire de meurtre. Aujourd'hui, chers amis, je vais vous dévoiler l'effroyable histoire de Pearl Concubine. Épouse John Fei, plus connue à l'étranger sous l'appellation de Consort John ou Pearl Concubine, était la concubine la plus aimée de l'empereur Guangxu. Née en 1876, elle était la petite dernière d'une fratrie composée de 3 frères et de 4 sœurs du clan Tatara de la bannière rouge à bordure, et son père Changxu était le vice-ministre du ministère des Finances. C'était donc une femme qui venait d'une famille manchoue assez importante. Elle était entrée dans le harem impérial sous le nom de concubine John en 1889, soit à l'âge de 13 ans. Elle perdit la vie entre les murs de la Cité interdite 12 ans plus tard, soit à l'âge de 25 ans. Et elle est morte dans des conditions assez sombres. Comme toute jeune fille des grandes familles mandchoues, la petite John, âgée de 13 ans, et sa sœur aînée, la petite Jin, âgée de 15 ans, avaient participé à la sélection d'épouses de l'empereur Guangxu, qui avait alors 17 ans. La sélection d'épouses de l'empereur se déroulait tous les 3 ans durant la dynastie Qing, et pour cette première sélection du jeune Guangxu, sa tante, l'impératrice douairière Cixi, avait préalablement choisi 5 jeunes filles potentielles. Sa propre nièce, Yirenala Jingfen, les 2 filles d'un grand coordinateur de la province du Jiangxi et les 2 filles de Changxu, soit Zhen et Jin. Lors de cette sélection d'épouses, l'empereur devait choisir en premier lieu son impératrice, sa future impératrice. Selon les règles ancestrales de la dynastie des Qing, les jeunes filles potentielles devaient toutes se mettre en ligne. L'impératrice douairière devait donner le jouy, un objet cérémoniel, à l'empereur. Celui-ci devait alors s'avancer jusque devant sa future impératrice et lui donner l'objet. En lui donnant l'objet, cela signifiait que l'empereur avait choisi son impératrice. Mais tout ne s'est pas passé comme ceci l'avait prévu lors de cette sélection. L'empereur devait choisir en premier lieu sa future impératrice. Mais si vous connaissez un peu l'histoire de la fin de cette dynastie, vous devez savoir que l'empereur Guangxu n'était qu'un empereur pantin. C'est sa tante, l'impératrice douairière Cixi, qui détenait le pouvoir et qui décidait de tout. Ainsi, Cixi avait en vue de mettre sa propre nièce sur le trône d'impératrice. Il était en effet plus bénéfique pour elle que ce soit un membre de son clan qui détienne ce titre. Ça renforcerait ainsi son pouvoir. Mais le jeune et naïf Guangxu avait repéré dès le début l'une des 2 filles du coordinateur du Jiangxi et ne voulait en aucun cas choisir sa cousine comme première épouse. Alors que s'est-il passé? Cixi avait remis le jouy au jeune empereur et dès qu'il eut l'objet en main, celui-ci s'était précipité devant l'une des 2 filles du coordinateur du Jiangxi. Alors qu'il était sur le point de donner le jouy à la jeune fille, Cixi s'était écrié « Majesté, vous ne pouvez point !» Le jeune Guangxu avait sursauté, puis avait fini par donner l'objet à sa cousine. C'est comme ça que l'impératrice Longyu a été choisie. Les 2 jeunes sœurs, Chen et Jin, ont été choisies en tant que concubines. Pour ce qui est des 2 autres jeunes sœurs, les filles du coordinateur du Jiangxi, elles ont été chassées de la cité interdite le lendemain même. Il y avait donc 3 femmes dans le harem impérial de l'empereur Guangxu. Parlons tout d'abord de son impératrice, l'impératrice Longyu. Longyu était la fille du frère cadet de Cixi. Guangxu, lui, était le fils du frère de l'ancien empereur et le fils de la sœur de Cixi. Longyu était donc la cousine de Guangxu, qui avait en plus 3 ans de plus que lui. Elle n'était pas vraiment belle et plutôt conservatrice, elle ne prenait pas part aux affaires politiques, elle était quelqu'un de bienveillant, le stéréotype même d'une épouse du harem impérial. Mais ce genre de personne n'était pas au goût de l'empereur, et en plus il s'agissait de sa cousine.
Si la situation ne posait pas de problème pour Long Yu, c'en était un pour Guangxu. Il n'arrivait pas à considérer sa cousine comme son épouse. Et puis, Long Yu était une personne proche de Cixi. Or, Guangxu a toujours été en désaccord politique avec sa tante, qui ne voulait pas lui lâcher les rênes du pouvoir. Guangxu a donc délaissé son impératrice juste après son mariage. En gros, ils n'ont jamais pu se voir en peinture. Passons maintenant à sa seconde épouse, l'épouse Jin. Jin Fei était la grande sœur de l'épouse Zhen. Elle avait 2 ans de moins que l'empereur Guangxu. C'était une femme qui n'était pas très belle et qui était très discrète. Elle n'a jamais cherché à plaire à l'empereur. Elle s'était en fait résignée à passer sa vie tranquillement dans l'enceinte du palais impérial, en faisant bien attention de ne pas se faire remarquer et de ne pas commettre de faux pas. C'était une personne extrêmement proche de l'impératrice Long Yu, et c'est pour ça que Guangxu la considérait donc comme une personne du côté de l'impératrice douairière Cixi, et il l'avait délaissée au même titre que son impératrice. L'épouse Zhen était tout le contraire de sa sœur et de l'impératrice Long Yu. C'était une jeune femme très joviale et débrouillarde. C'était plutôt une artiste, elle était très douée de ses mains et excellait dans les arts traditionnels chinois, c'est-à-dire les échecs chinois, la calligraphie, la peinture, le chant, le qin. Elle était également assez avant-gardiste, c'était une femme moderne, assez ouverte pour son époque et qui adorait découvrir les nouvelles choses venant de l'Occident. Alors pourquoi avait-elle un caractère assez moderne pour son époque? A-t-elle rencontré différentes cultures durant son enfance pour l'amener à penser différemment? Son oncle avait été coordinateur à Guangzhou et à Hangzhou. On dit qu'il avait invité les 2 jeunes sœurs à venir passer quelque temps dans ces villes-là. Il faut savoir que Guangzhou était l'une des premières villes à s'être ouverte à l'étranger. Donc épouse Zhen a dû toucher, découvrir d'autres cultures que la sienne. Mais nous n'avons pas de preuves affirmant cela. En revanche, nous avons bien la preuve dans les registres historiques que les 2 jeunes sœurs ont passé quelque temps à Hangzhou. Tout ça pour dire que les pensées de l'épouse Zhen ont certainement été influencées par celles de son oncle. Mais pas que. Elle a été aussi fortement influencée par son mentor, son professeur personnel qui était lui-même influencé par les nouvelles pensées occidentales. Mais ça, on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Mais avant ça, je tiens à m'excuser car je vous manque peut-être sur un point depuis le début de cette vidéo. La photo que je vous montre depuis tout à l'heure de l'épouse Zhen est l'unique photo de la jeune concubine. Elle a été publiée en 1960 dans l'album de photos d'archives recueillies par le musée de la Cité Interdite. Si vous êtes déjà allé visiter l'ancien palais impérial, vous avez sûrement dû voir cette photo placardée sur l'un des points les plus touristiques de la Cité Interdite, le puits de Consort Zhen. Pourtant, selon certains experts, et plus particulièrement M. Xu Jianing, chercheur en histoire de la photographie, il n'existerait aujourd'hui aucune photo de la jeune femme. Le 3 mars 2021, M. Xu a participé à une conférence à Chengdu sur les fausses photographies de l'épouse Zhen et de l'empereur Guangxu. Durant son discours, M. Xu nous démontre par plusieurs points que la jeune fille du portrait ne peut pas être épouse Zhen. Son discours a été mis à l'écrit dans un article que je vais maintenant reprendre. La maison d'édition de l'ancien palais impérial avait dans 2 de ses livres une même photo de l'épouse Zhen. On peut alors découvrir le portrait ovale d'une charmante demoiselle au regard jeune et innocent. Elle est coiffée d'une toute petite frange et du chignon typique des femmes mandchoues, une coiffure que l'on appelle Qi Tao. Mais cette photo connue de l'épouse Zhen n'est pas complète. Sur la photo originale gardée dans l'ancien palais impérial, nous pouvons remarquer sur le dessus du portrait une ligne de caractère qui a été ajoutée en chambre noire. Zhen Guifei Xiaoxiang, portrait de la noble épouse Zhen. Pourtant, ce montage nous montre que la technique du procédé gélatino-argentique a été utilisée. Or, ce genre de technique n'est apparu en Chine que dans les années 1910, et non au 19e siècle, là où Zhen Fei a vécu. De plus, la seule concubine impériale qui a été nommée épouse Zhen, avec le caractère de la vertu, de la fidélité, a vécu sous le règne du 3e empereur Shunzhi. Mais il ne s'agit ni du même titre, ni du même caractère. Et en plus, à cette époque-là, la photographie n'existait pas encore. Épouse Zhen a reçu son titre de noble épouse impériale en 1901 et de façon post-mortem. Donc si c'était une photo officielle, jamais il n'y aurait pu avoir une aussi grosse erreur. À part ça, la coiffure de la personne sur cette photo est également un sujet de controverse. Ce genre de frange très courte au-dessus du front s'appelle en chinois Man Tianxing,
que l'on peut traduire par ciel empli d'étoiles. Cette coiffure a au départ vu le jour dans les maisons closes et ce n'est qu'à partir des années 1900 qu'elle est devenue à la mode. Pendant la dynastie Qing, les demoiselles de l'ethnie Han, qui n'étaient pas encore mariées, avaient le plus souvent une frange qui couvrait leur front. Ce n'est qu'après leur mariage qu'elles se coiffaient les cheveux du devant vers l'arrière et laissaient leur front dégagé. La coiffure ciel empli d'étoiles des femmes de joie des maisons closes se situait entre la frange normale et juste au-dessus de celle-ci. Et en réalité, cette coiffure était pour insinuer aux clients le niveau de délicatesse des jeunes femmes. Les femmes des nobles familles mandchoues n'avaient pas de frange durant la dynastie Qing, surtout après leur mariage. Elles se faisaient d'abord une raie soit au milieu, soit sur le côté, avant de continuer leur coiffure. Il était hors de question pour elles de se couper les cheveux au-dessus du front. Ce n'est qu'après l'événement du 4 mai 1919 que cette frange est devenue à la mode. Bref, la personne qui est sur cette photo, qui circule un peu de partout et que l'on peut retrouver dans la cité interdite, n'est pas épouse Jun. Il est très probable que cette photo ait été prise dans les années 1910 et qu'il s'agit en réalité d'une jeune fille Han qui porte une coiffure manchoue. Alors existe-t-il d'autres photos de l'épouse Jun? Si on reprend les anciens documents, on peut découvrir qu'en 1930, le musée de la cité interdite avait publié dans son hebdomadaire de l'ancien palais impérial un numéro spécial sur l'épouse Jun. Au-dessus de cet article, nous pouvons voir une photo historique de l'épouse Jun, une jeune femme habillée en tenue traditionnelle manchoue qui se tient debout à l'avant d'une maison. Sa main gauche est posée sur une table à thé, sa main droite tient un mouchoir. D'après ce numéro spécial, la femme de cette photo a été identifiée par des eunuques et d'anciennes dames de cour. Une ancienne dame de cour, se nommant Liu, avait confié « Les portraits du palais impérial ont été pris durant la 21e et la 22e année de règne de l'empereur Guangxu. Pour ce qui est de l'habillement, les robes étaient de couleur rose occidentale. Les bordures des gilets étaient brodées de couleur blanc lune. C'était le style vestimentaire le plus à la mode durant la 21e année de règne de Guangxu. Ces vêtements étaient confectionnés dans une partie spéciale du palais. Chaque matin, après avoir donné ses salutations à l'impératrice douairière Cixi, épouse Jun retournait dans son palais Jingrenkong, s'habillait à sa guise et prenait différentes poses. Ce portrait a été pris à Nanhai. Après, Cixi a su tout ça et était très mécontente. Cette description est si spécifique qu'on pourrait vraiment croire que cette femme se tenant debout sur la photo est l'épouse Jun. Mais cela nous mène à un autre problème. On estime de manière commune, preuves matérielles et documents historiques, que l'art de la photographie est entré dans le palais impérial pour photographier Cixi et les autres personnes en 1903. Si cette photo de l'épouse Jun a été prise à Nanhai entre la 21e et la 22e année de règne de Guangxu, soit entre 1895 et 1896, cela voudrait dire qu'un photographe serait rentré dans la cité interdite pour photographier les concubines impériales. Cela aurait été bien plus difficile que de prendre l'impératrice douairière Cixi et l'empereur Guangxu en photo. Alors comment la concubine la plus chérie de l'empereur Guangxu aurait pu ainsi se montrer à des étrangers? Et en plus, à cette époque-là, il était très probable que le photographe soit un homme. Alors on dit que épouse Jun adorait prendre des photos et qu'elle aurait demandé à un eunuque, le plus digne de confiance, de développer les photos à l'extérieur de la cité interdite, d'ouvrir une boutique sur le marché Dong'an. Alors se pourrait-il que ce soit elle qui ait demandé à un eunuque de prendre cette photo? Il faut savoir qu'avant 1900, l'art de la photographie n'était encore qu'à la période des photographies sur plaque de verre au gélatino-bromure d'argent. Il fallait donc posséder un certain matériel et acquérir certaines compétences en chimie. Ce n'est pas comme maintenant où il nous suffit d'appuyer sur un bouton et le tour est joué. Si épouse Jun faisait développer ses photographies à l'extérieur de la cité interdite et montrer aux yeux de tous l'intérieur du harem impérial, selon les règles strictes du palais, son exécution aurait vraiment été justifiée. Bon, ici cette photo avait été prise avant qu'épouse Jun commence sa vie dans la cité interdite. Épouse Jun est née durant la deuxième année de règne de l'empereur Guangxu, soit en 1876. Elle a rejoint le harem impérial lors de la 15e année de règne de Guangxu, soit en 1889. Elle s'est faite emprisonner dans un palais du froid durant la 24e année de règne de Guangxu, soit en 1898, et elle s'est faite exécuter durant la 26e année de règne de Guangxu, soit en 1900. Tout ça pour dire que si elle avait pris des photos avant son entrée dans le harem impérial, c'était forcément entre 1876 et 1889, c'est-à-dire entre ses 1 an et ses 13 ans, ce qui ne colle pas vraiment avec l'âge de la personne sur la photo.
Plus important encore, en prenant cette photo et la comparant avec d'autres, et ayant été identifiée par des descendants de la famille impériale, la personne sur cette photo est en réalité la mère de Guopu Luo, Zhongyuan, soit la grand-mère paternelle de l'impératrice Wanzhong, la première épouse du dernier empereur Xuantong, plus connu sous le nom de Puyi. Je vous perds un peu là, non? Bref, de plus, il y a une autre photographie de la mère de Zhongyuan qui porte les mêmes vêtements et la même coiffure. La photo a été prise au même endroit. La mère de Zhongyuan pose avec une proche, une des épouses de la famille Yulan. Donc il ne s'agit pas de l'épouse Jun sur cette photo. Donc à l'heure actuelle, nous n'avons pas de photo sûre de Pearl concubine. Voilà ce que Monsieur Xu a dit sur les différentes photos de l'épouse Jun. Bien sûr, il y a aussi des personnes qui affirment le contraire et pensent fermement que la jeune fille à franges courtes sur la photo est bien notre concubine. D'autres photos circulent sur internet aussi, mais là ne vous faites pas avoir, il s'agit de montages photos récents. Bon, maintenant après vous avoir raconté tout ça, je ne sais pas si je vais continuer à vous montrer cette photo pour le reste de la vidéo. Oui, non? Allez, on laisse le doute pour les personnes qui affirment le contraire et qui pensent que la jeune fille sur la photo est bien notre concubine Jun. Grosse parenthèse sur le portrait de l'épouse Jun, terminé. Continuons. Alors pourquoi l'empereur Guangxu aimait-il autant son épouse Jun et pourquoi il chérissait uniquement cette concubine? Pour la seconde partie de la question, je l'ai déjà expliqué un peu avant, l'impératrice Long-Hu et l'épouse Jin n'étaient pas du tout le genre de femme que Guangxu aimait. L'une était sa cousine, et il l'a toujours vue comme ça, une cousine, une personne se rangeant du côté de l'impératrice douairière. Épouse Jin, quant à elle, ne se faisait pas remarquer. Elle n'essayait pas de lui plaire et puis elle ne pouvait vraiment pas rivaliser avec sa petite sœur, aussi bien physiquement que mentalement. Et puis elle était aussi une proche de l'impératrice Long-Hu. Bref, l'empereur Guangxu aimait son épouse Jun pour toutes les qualités qu'elle mettait en avant. Guangxu et épouse Jun avaient beaucoup de points en commun. Tous les deux avaient des pensées nouvelles et avaient envie de renouveau. Comme je le disais un peu avant dans la vidéo, Guangxu n'était qu'un empereur fantoche. Il n'était qu'une marionnette que Cixi avait choisie pour continuer à exercer son propre pouvoir. Depuis qu'il avait été mis sur le trône à l'âge de 3 ans, il n'avait jamais pu décider de quoi que ce soit. Lors des audiences, il était certes sur le trône, mais c'est Cixi qui était derrière lui, caché par un rideau, et il lui soufflait quoi faire et quoi dire. Cependant, Guangxu n'était pas quelqu'un de bête. Il avait sa propre vision des choses et voulait à tout prix se débarrasser du joug de sa tante pour enfin régner de son propre chef. Il avait des envies de modernisation de son gouvernement, tout le contraire de sa tante Cixi. Malheureusement, il n'était pas assez puissant comparé à Cixi. Alors imaginez, l'arrivée de l'épouse Jun était le plus beau des cadeaux pour lui. Elle était la plus jeune de ses 3 épouses, elle était la plus jolie, elle était la plus joviale et la plus différente, tout simplement. Mais il faut dire aussi que épouse Jun faisait tout son possible pour rendre l'empereur heureux. Alors que Guangxu n'avait que 17-18 ans, il devait impérativement travailler de 8 à 9 heures par jour. C'était un travail fatigant et sévère pour le jeune empereur. Eh bien, la jeune épouse Jun avait décidé d'accompagner son époux pour lui changer un peu les idées. Pour l'amuser un peu, elle l'emmenait se promener aux 4 coins de la cité interdite, elle se déguisait en homme pour l'accompagner dans son palais et jouait avec lui aux échecs, ils mangeaient ensemble. Bref, c'est bien simple, ils faisaient tout ensemble. Épouse Jun était comme une bouffée d'air frais pour le jeune empereur. Mais cela ne plaisait pas à tout le monde. Vous devinez bien que l'impératrice Long-Hu devait bouillir intérieurement. Elle était, oui, l'impératrice, mais juste de titre. Comme je disais, Guangxu ne s'entendait vraiment pas avec Long-Hu. Ils ne se voyaient pratiquement jamais et faisaient semblant de s'entendre lorsqu'ils devaient se voir pour les grandes occasions. Mais en réalité, il détestait tellement son impératrice Long-Hu que quand il était obligé de dormir avec elle, de passer la nuit avec elle, eh ben ils étaient certes dans le même lit, mais ils avaient chacun leur propre couverture et rien ne se passait de toute la nuit. Alors imaginez un peu, vous êtes la grande impératrice, la maîtresse suprême qui règne sur le harem impérial, mais votre empereur se fout complètement de vous. Pire même, il vous déteste et n'a Dieu que pour une gamine. Il y a de quoi les avoir là, non? Surtout si vous avez un petit crush sur votre cousin d'empereur. Attention, là, je divague, je ne suis pas dans la tête de l'impératrice Long-Hu, donc je ne sais pas si elle avait vraiment des sentiments pour son époux, mais en tous les cas, elle voulait, elle devait
avoir les bonnes faveurs de l'empereur. On dit donc que l'impératrice Long-Hu n'est pas complètement innocente dans le malheur de l'épouse Jun. On dit qu'elle aurait tenu des propos négatifs sur la jeune femme devant l'impératrice douarière Cixi, ce qui n'aurait pas arrangé les relations entre la vieille femme et épouse Jun. Mais attention, Cixi détestait épouse Jun, mais ça n'a pas toujours été le cas. Les premières années après son arrivée, épouse Jun était très appréciée par l'impératrice douarière. La jeune concubine était très douée de ses mains, elle était très habile, elle ressemblait beaucoup à Cixi étant jeune, et c'est pour ça que Cixi l'aimait bien. Cixi avait une particularité, elle arrivait à écrire des deux mains. Elle avait donc enseigné son savoir-faire aux 3 jeunes épouses, mais seule épouse Jun avait réussi à apprendre la technique rapidement. Épouse Jun était devenue alors la chouchoute de l'impératrice douarière. Elle lui avait même engagé un professeur particulier lorsqu'elle s'était aperçue que la jeune fille s'intéressait à la peinture et à la calligraphie. Cixi adorait épouse Jin et épouse Jun tellement qu'elle les avait montées de plusieurs rangs dans la hiérarchie du harem impérial. À leur entrée dans la cité interdite, les 2 jeunes sœurs n'étaient qu'au rang de favorites, soit 2 rangs en dessous du rang d'épouse. Elles étaient alors appelées favorite Jin et favorite Jun. Lors du 60e anniversaire de l'impératrice douarière Cixi, celle-ci étant de bonne humeur, avait élevé les 2 jeunes femmes au rang d'épouse. Leur statut s'étant élevé, elles avaient donc plus de personnel à leur service qu'avant, elles avaient un salaire et le traitement et respect qu'elles recevaient étaient bien meilleurs qu'avant. Mais épouse Jun n'a pas gardé son titre d'épouse bien longtemps. Ça n'a été l'histoire que de quelques mois à peine. Après ça, Cixi a fini par détester notre concubine Jun au point de l'enfermer dans un palais du froid et d'ordonner son exécution. Alors pourquoi Cixi a fini par détester épouse Jun? Que s'est-il passé pour que leur relation se dégrade au point que Cixi ordonne l'exécution de la jeune femme? Beaucoup de monde pense qu'épouse Jun est morte de façon injuste, qu'elle était innocente et que la vieille impératrice douarière l'a supprimée sans raison vraiment valable, si ce n'est qu'elle n'appréciait plus la jeune femme. Mais si on fouille un peu dans les registres historiques, on peut découvrir une toute autre vérité. Il y a en réalité plusieurs raisons qui ont mené épouse Jun à sa fin tragique. Beaucoup disent que si Cixi détestait autant la jeune concubine, c'est parce qu'elle était trop aimée par l'empereur. D'autres disent que l'élément déclencheur était la revente de photos prises de l'épouse Jun et de l'empereur. Ce sont des théories qui auraient été, selon les historiens, inventées par les œuvres fictives qui ont vu le jour au fil des années. En réalité, tout a commencé lors de la première guerre sino-japonaise de 1894 et 1895. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai un peu parlé du professeur personnel que épouse Jun avait. Celui-ci a eu un rôle important dans la vie de la jeune femme. Comme je disais tout à l'heure, ce professeur-là avait été influencé par les pensées occidentales et celui-ci avait lui-même influencé la jeune femme. Ce professeur était une personne assez puissante, y compris dans la première guerre sino-japonaise. Il était de ce qu'on pourrait appeler partisan de la guerre. Ses pensées ont fortement influencé épouse Jun, qui avait elle-même influencé l'empereur Guangxu dans cette guerre. D'après M. Cui Taiyuan, intellectuel et auteur populaire, après la victoire des Japonais sur la Chine, Cixi avait remis l'entière responsabilité de cette défaite sur le dos des partisans de la guerre, incluant bien évidemment épouse Jun. La mise à mort de cette dernière était pour montrer l'exemple à tous les partisans de cette guerre sino-japonaise. Par ailleurs, Cixi avait également fait exécuter ce fameux professeur. La deuxième raison serait celle de la réforme des 100 jours. C'était un mouvement de réforme que l'empereur Guangxu avait essayé de mettre en place avec ses conseillers réformistes. Ces réformes touchaient le domaine de la nation, de la culture, de l'éducation et de la politique. Mais toutes ces nouvelles idées défiaient directement le pouvoir de Cixi. Ce mouvement avait commencé le 11 juin 1898, mais a été avorté qu'une centaine de jours plus tard, soit le 21 septembre de la même année. Mais l'empereur Guangxu n'aurait jamais pu imaginer que son mouvement, qui n'avait duré que 103 jours, serait la principale cause de la mort de sa concubine bien-aimée. Durant le mouvement de la réforme des 100 jours, l'empereur Guangxu était dans son palais. Il n'était pas si simple de communiquer, de transmettre des messages à ses conseillers réformistes. L'empereur était bien trop surveillé par les gens de sa tente. Alors qui faisait passer tous ces messages? Notre concubine, épouse Jun. Lorsque l'impératrice douarière Cixi a su ça, elle s'était mise dans une colère monstrueuse
Pour elle, épouse John était le pilier du parti réformiste de l'empereur. Troisième raison, et c'est la raison la plus mise en avant par les spécialistes et historiens, épouse John avait été prise en flagrant délit de trafic. D'après le livre historique Gowen Beicheng, épouse John était très généreuse. Il suffisait que ses servantes ou ses eunuques l'aident à faire quelque chose ou qu'ils lui fassent de beaux compliments pour qu'elle les récompense avec des cadeaux et de l'argent. Ses eunuques et servantes faisaient donc le maximum pour servir au mieux leur jeune maîtresse. Mais au fil du temps, épouse John avait fini par perdre le contrôle. Elle n'avait plus assez d'argent. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a une phrase qui dit « Zong Ming Fan, Bei Zong Ming Wu ». Un homme sage peut être ruiné par sa propre sagesse. Afin de gagner l'argent qui lui manquait, épouse John avait commencé à faire un trafic avec son frère et ses eunuques. Mais quel genre de trafic? La revente de postes officiels. Dans la Chine impériale, si on voulait accéder à un poste de fonctionnaire, il était obligatoire de passer les examens impériaux. Si vous avez passé les tests et que vous avez réussi, vous pouviez devenir fonctionnaire de tel ou tel endroit. Alors la revente de postes officiels revenait à vendre des postes de fonctionnaires à des gens non qualifiés pour. Le trafic allait de bon train jusqu'au jour où le coordinateur Yu Quan de la province du Henan avait, pour avoir un poste dans la province du Fuzhou, ébruité le fait que épouse John faisait des trafics de postes officiels. Ceux-ci avaient examiné cette affaire et avaient découvert qu'un certain Lu Boyang, un homme illettré venant de Shanghai, avait donné 40 000 taels à épouse John en échange d'un poste de fonctionnaire. À cette époque, on pouvait acheter un seruyuan avec 100 taels. Alors imaginez 40 000 taels, c'était une somme astronomique. Épouse John avait sûrement fait part de cette affaire à l'empereur et celui-ci avait approuvé l'officialité de ce nouveau fonctionnaire et l'avait consigné à un poste de fonctionnaire supervisant le sel. Résultat, cet homme ne savait rien faire. Et cela a fini par se rapporter jusqu'aux oreilles de Cixi. Cixi avait donc examiné cette affaire, elle avait fait fouiller le palais de la jeune femme sur le champ et a fini par découvrir le carnet de compte qu'épouse John tenait. À l'intérieur de ce carnet, toutes les transactions frauduleuses y étaient inscrites ainsi que tous les noms des personnes concernées. Quelle surprise pour Cixi qui aimait tant la jeune femme! Le trafic de postes et de titres officiels était un crime punissable de peine de mort. Ainsi, Cixi a fait exécuter la totalité des eunuques et des servantes de la jeune concubine. C'est pour ça que les historiens voulant faire des recherches sur épouse John n'ont pu retrouver des survivants, des anciens eunuques ou des anciennes servantes de la jeune femme. Ils ont tous été tués. Donc Cixi a fait tuer la totalité du personnel d'épouse John, mais la punition ne s'est pas arrêtée là. Cixi avait donné la punition ancestrale du bâton. Cette punition consistait à battre le puni cul nu avec une longue planche de bambou graissée. Et le tout à la vue de tout le monde. C'est exactement ce qu'épouse John a subi comme châtiment. Elle a été battue au point qu'elle avait perdu connaissance. Sa propre sœur, l'épouse Jean, a même été obligée de donner quelques coups. Mais la punition ne s'est pas arrêtée là. Ceci l'avait également rétrogradée au rang de noble dame Guiren, soit un rang de moins que lorsqu'elle était entrée dans le harem impérial. On peut trouver toutes les preuves sur ça, tout a été noté dans les archives de la famille impériale. À l'intérieur de ces archives, nous avons même les rapports du médecin qui s'est occupé de la jeune concubine. Mais le trafic de postes officiels n'était pas l'unique raison de son exécution. À regarder cette affaire aujourd'hui, on peut dire que la jeune concubine, épouse John, n'était pas si innocente que ça. Épouse John s'était mêlée aux affaires politiques. Or, c'était quelque chose de strictement interdit pour les femmes du harem impérial durant la dynastie des Qing. Ce crime était punissable de peine de mort et épouse John n'a pas échappé aux lois ancestrales du palais impérial. Bien sûr, la mort de John Fei était une bonne chose pour l'impératrice douairière Cixi. Pour quelle raison? C'est bien simple. Le pouvoir. Réfléchissons un instant. Qui, d'après vous, étaient les personnes qui entraient dans les milieux officiels par le biais de l'épouse John? C'était forcément des gens qui étaient pour l'empereur. Si Cixi avait laissé épouse John continuer son trafic, alors le pouvoir de l'empereur aurait été de plus en plus solide et puissant. Et ça, c'est quelque chose que l'impératrice douairière redoutait. C'est pour ça que Cixi était si pressée d'exécuter l'épouse John. Mais attention, épouse John n'a pas été exécutée tout de suite. Comme je vous l'ai dit, la totalité de ses eunuques et servantes ont été exécutées. Elle a reçu le châtiment du bâton
Elle a été rétrogradée au rang de noble dame, mais ceci ne s'est pas arrêté là. Elle avait retiré également toutes les parures de la jeune femme et l'avait envoyée dans un palais du froid. Un palais du froid, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un endroit le plus souvent abandonné de la cité interdite, dans lequel est emprisonnée une concubine de l'empereur lorsqu'elle a commis un crime que son époux ne peut pardonner. Pour revenir au cas de Junfei, ce n'est pas l'empereur qui a ordonné son emprisonnement, mais Cixi elle-même. Junfei, l'épouse Jun, fut prisonnière de ce palais jusqu'au jour de sa mort en 1900. L'épouse Jun n'a pas été l'unique personne à s'être fait condamner. L'empereur Guangxu a également subi la colère de sa tante Cixi. Après la défaite du mouvement de réforme des 100 jours en 1898, Guangxu fut emprisonné sur l'île Yingtai dans l'immense parc de la mer centrale et du sud, Zhongnanhai, qui se trouve à Pékin, immédiatement à l'ouest de la cité interdite. Nous sommes le 15 août 1900. Près de 3 ans sont passés depuis que l'empereur Guangxu et épouse Jun se sont fait emprisonner. La dynastie des Qing est en plein chaos. Les armées de l'Alliance des 8 nations composées des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Russie, du Japon et de l'Autriche sont sur le point d'envahir Pékin et d'attaquer la cité interdite. Prise de panique, Cixi s'enfuit du palais impérial en emmenant avec elle l'empereur, quelques membres de la famille impériale et une poignée d'eunuques et de servantes. Leur destination, Xi'an. Mais avant leur départ précipité, Cixi a pris le soin de convoquer une toute dernière fois épouse Jun. Il existe plusieurs versions sur la mort de l'épouse Jun. D'après le registre du tribunal impérial par exemple, dans la confusion de leur fuite, Cixi et les autres membres de la famille impériale n'auraient pas eu le temps de prendre Junfei avec eux et que la jeune concubine serait morte pour l'Empire en danger. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment aucun détail sur la mort de la jeune femme dans ce registre. Ce qui permet d'avancer que le registre impérial contient des failles et que la famille impériale a tout fait pour ne pas ébruiter l'affaire. Mais qui est en mesure de raconter ce qui s'est réellement passé alors? Les eunuques. Il existe bien des récits relatant la tragédie. On peut trouver par exemple le numéro spécial de Junfei dans l'hebdomadaire du musée de l'ancien palais impérial, ou bien Information de la vie du palais à la fin des Qing, ou encore vous pouvez trouver dans le livre Mon grand-père Xiao Dezhang un passage qui parle de cette affaire. Parmi ces différentes versions, il y en a une qui dit que Cixi aurait, le jour même de sa fuite, convoqué épouse Jun et qu'elle lui aurait ordonné de se jeter dans un puits. Elle lui aurait dit qu'il ne pouvait pas la prendre avec eux dans leur fuite et qu'elle était obligée de rester dans la cité interdite. Mais étant une belle jeune femme, épouse Jun avait de grandes chances de se faire souiller par les étrangers et mettre ainsi une honte sur les ancêtres et la famille impériale. Épouse Jun étant une femme de vertu, elle aurait dit avant de mourir « Partez avec l'empereur, je reste », puis se serait jetée dans le puits. Alors pourquoi se serait-elle jetée? Parce qu'elle avait peur que son corps soit humilié, outragé par les eunuques. Puis vient le témoignage d'un des eunuques proches de Cixi, Cui Yugui, qui s'était confié bien des années plus tard à He Zhong'er, l'ancienne dame de cour dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente quand je vous ai présenté le livre Mémoire d'une dame de cour dans la cité interdite. Le livre original contient également le témoignage de Cui Yugui qui confesse le meurtre de l'épouse Jun. Le 14 août 1900, soit la veille de leur fuite, Cixi avait demandé à l'eunuque d'aller chercher épouse Jun qui était enfermée dans son palais du froid, Sansuo, et de l'emmener à Yirexuan, un endroit de la cité interdite. Après une confrontation orale rapide mais violente, ceux-ci avaient ordonné à Cui Yugui et l'autre eunuque, Wang Dehuan, de jeter épouse Jun dans le puits qui se trouvait à côté. Les deux eunuques avaient donc enroulé la jeune femme dans une natte de paille et l'avaient jetée dans le puits. Après son retour à la cité interdite, Cixi avait mis toute la faute du meurtre sur cette eunuque et l'avait chassée du palais impérial. Alors cette version sur la mort de l'épouse Jun est-elle fiable? On n'est certain de rien, mais une chose est sûre, c'est que Cixi a bien ordonné à la jeune femme de jeter dans le puits. Après, est-ce qu'on l'a jetée ou est-ce qu'elle s'est elle-même jetée dedans? Ça, on n'en sait officiellement rien. Et on ne peut pas croire sur parole les dires de certains eunuques. Mais je pense personnellement que la version la plus plausible est celle de l'eunuque Cui Yugui, car son témoignage colle parfaitement avec le témoignage de l'ancienne dame de cour, He Zhong'er, parce qu'elle aussi, dans le livre original, a fait son propre témoignage, parce qu'elle était en service ce jour-là.
et son témoignage colle parfaitement avec celui de Tsui Ugwe. De plus, de toutes les recherches que j'ai faites sur ce sujet-là, les historiens et spécialistes mentionnent le plus fréquemment, si ce n'est pas dire uniquement, ce témoignage-là. D'ailleurs, je vais maintenant inviter mon cher et tendre pour vous lire un petit passage du témoignage de l'eunuque Tsui Ugwe sur la mort de l'épouse Jen. Je tiens encore à vous préciser que ce passage-là n'a pas été traduit en français dans le livre Mémoire d'une dame de cour dans la cité interdite. Donc, comme il n'y a pas de traduction, je me suis occupée de la traduction et comme je ne suis pas traductrice, il risque d'y avoir des failles, il risque d'y avoir des lourdeurs. Je fais de mon mieux. Ne partez surtout pas maintenant car vous allez voir après la lecture, l'histoire de Junfei est loin d'être terminée.锦旗阁北头有一个单独的小院，名东北三所，正门一直关着，上边有内务府的十字封条，人进出走西边的腰子门。我们去的时候门也关着，一切都是静悄悄的。我们敲开了门，告诉守门的一个老太监，请甄小主接旨。这里就是所谓的冷宫，我是第一次到这里来，也是这辈子最末一回。后来我跟多年的老太监打听，东北三所和南三所，这都是明朝乃母养老的地方。乃母有了功，老了，不忍打发出去，就在这些地方住，并不荒凉。珍妃住北房3间最西头的屋子，屋门由外倒锁着，窗户有一扇是活的，吃饭洗脸都是由下人从窗户递进去，同下人不许交流，没人交谈，这是最苦闷的事。吃的是普通下人的饭，一天有2次倒马桶，有2个老太监轮流监视，这2个老太监无疑都是老太后的人。最苦的是遇到节日、忌日、初一、15，老太监还要奉旨申斥，这是由老太监代表老太后列数珍妃的罪过，指着鼻子、脸申斥，让珍妃跪在地下静听。指定申斥是在吃午饭的时间举行，申斥完了以后，珍妃必须向上叩首谢恩，这是最严厉的家法了。别人都在愉快的过节日，而她却在受折磨。试想，在吃饭以前跪着听完申斥，还要磕头谢恩，这还能吃得下饭吗？珍妃在接旨以前是不愿意蓬头垢面见我们的，必须给她留下一段梳理功夫。由东北三所出来，经一段路才能到颐和轩，我在前边引路，王德怀在后边伺候。我们伺候主子向列不许走甬路中间，一前一后在甬路旁边走，小主一个人走在甬路中间，一张清水脸儿，头上2把头摘去了2边的烙子，淡青色的绸子长旗袍，脚底下是普通的墨绿色的缎鞋，这是一副戴罪的妃嫔的装束。她始终一言不发，大概她也很清楚，等到她的不会是什么幸运的事。到了颐和轩，老太后已经端坐在那里了。我近前请跪安复旨，说甄小主奉旨到。我用眼一瞧，颐和轩里一个侍女也没有，空落落的，只有老太后一个人坐在那里。我很奇怪，甄小主近前叩头，道吉祥，完了就一直跪在地下，低头听训。这时屋子静得掉下一根针都能听得清楚。老太后直截了当地说：洋人要打进城里来了，外头乱糟糟，谁也保不定怎么样，万一受到了侮辱，那就丢尽了皇家的脸，也对不起列祖列宗，你应当明白。话说得很坚决，老太后下巴仰着，眼连瞧也不瞧珍妃，静等回话。珍妃愣了一下说：我明白，不曾给祖宗丢人。太后说：你年轻，容易惹事，我们要避一避，陪你走不方便。珍妃说：您可以避一避，可以留皇上坐镇京师，维持大局。就这几句话戳了老太后的心窝子了。老太后马上把脸一翻，大声呵斥说：你死在临头，还敢胡说！珍妃说：我没有应死的罪。老太后说：不管你有罪没罪，也得死。珍妃说：我要见皇上一面，皇上没让我死。太后说：皇上也救不了你，把他扔到井里头去，来人呐！就这样，我和王德怀一起连揪带推，把珍妃推到珍顺门内的井里。
珍妃自始至终嚷着要见皇上，最后大声喊：“皇上来世遭报恩了。”我敢说，这是老太后深思熟虑要除掉珍妃，并不是在逃跑前心慌意乱、匆匆忙忙一生气下令把她推下井的。我不会忘掉那一段事，那是我一生经历最惨的一段往事。回想过去，很佩服25岁的珍妃，说出话来比刀子都锋利，死在临头一点也不打颤。我最不该死，皇上没让我死，你们爱逃跑不逃跑，但皇帝不应该跑。这3句话说得多在理，噎得老太后一句话也回答不上来，只能耍蛮。在冷宫里待了3年之久的人，能说出这样的话，真是了不起。La mort de l'épouse John est assez épique et il est facile d'inventer, d'ajouter des éléments à cette histoire. La plupart des gens connaissent cette histoire par le biais des adaptations cinématographiques ou romanesques. Donc il y a beaucoup d'éléments fictifs qui ont été pris pour des faits réels. Comme par exemple le fait que l'empereur Guangxu se serait prosterné devant sa tante Cixi pendant 2 heures pour l'implorer de laisser sa bien-aimée en vie. Or, cela n'est qu'une légende. En réalité, lorsque Cixi a fait exécuter Zhenfei, Guangxu n'a pas été mis au courant, alors comment il aurait pu s'agenouiller 2 heures d'affilée? Guangxu a su la nouvelle sur la route pour aller à Xi'an quand ils ont fui la capitale. Il a su car il s'était aperçu que son épouse Zhen ne faisait pas partie du convoi impérial. Lorsque Guangxu a su la mort de sa bien-aimée, il est tombé dans une profonde tristesse, si bien qu'il ne s'en est jamais remis, et ce jusqu'à sa mort. Donc cette histoire prouve bien que Guangxu avait des sentiments profonds pour épouse Zhen, ça c'est un fait indiscutable. Au printemps 1901, soit quasiment 1 an après la mort de l'épouse Zhen, le gouvernement impérial des Qing a réussi à convenir un accord d'entente avec les armées de l'Alliance des 8 nations. Cixi et l'empereur Guangxu étaient alors revenus dans la cité interdite. Le cadavre de l'épouse Zhen, quant à lui, gisait encore au fond du puits. À son retour à Pékin, Cixi avait ordonné de remonter le cadavre du puits. À ce qu'il paraît, ce seraient les membres de la famille de la défunte qui se seraient eux-mêmes chargés de remonter le corps du puits. C'était une importante grâce accordée pour cette famille, car en temps normal, les membres de la famille d'une concubine n'avaient pas le droit d'entrer dans la cité interdite. On raconte même que c'est le père de Zhenfei lui-même qui aurait sorti le cadavre de sa fille. Parlons un peu de ce puits. Si vous êtes déjà allé visiter la cité interdite, vous avez dû sûrement le voir car c'est un point culminant de la visite de l'ancien palais impérial. Il se situe côté nord du palais Ningshogong de la cité interdite. Mais examinons ce puits de plus près. La bouche de ce puits ne vous paraît-elle pas trop petite? Vous vous demandez sûrement comment une personne peut tomber dedans, non? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. En réalité, tous les gens qui passent devant ce puits se posent la même question. Comment Zhenfei a pu entrer dedans? Il faut tout d'abord savoir qu'il y a beaucoup de puits dans l'ancien palais impérial. Et tous ont une bouche de taille normale, c'est-à-dire assez grande pour y hisser un seau. Les bouches sont toutes surplombées d'une roue, facilitant l'acheminement des seaux d'eau. Enfin, cette roue est abritée par un pavillon. C'est ce genre de puits que l'on voit fréquemment dans la cité interdite. Si quelque chose de spécial s'était produit avec ce puits, comme un accident ou un suicide, ce puits était alors condamné et plus personne n'avait le droit de l'utiliser. Mais est-ce que c'est ce qui s'est passé pour ce puits? Si nous regardons bien au fond du puits, on peut y apercevoir une planche en bois avec un cadenas. C'est-à-dire que ce puits est bouché, personne ne peut y accéder. Mais en réalité, le puits nommé puits de l'épouse Zhen est un faux. Celui-ci a été installé lors de la fondation du musée de la cité interdite. Tout le monde sait que l'épouse Zhen est tombée dans un puits, donc il fallait bien avoir un puits pour remémorer ce fait historique. Et pour en faire un point touristique du coup. Le véritable puits dans lequel épouse Zhen est morte se trouve en réalité en face de la cour où est le nouveau puits. Il se trouve sous l'étang de fleurs. Puisque le sujet de la mort de l'épouse Zhen était devenu un sujet tabou après le retour de Cixi dans la cité interdite, celle-ci avait fait remplir le puits. Le puits original n'existe plus. À l'époque, il devait y avoir 77 puits dans la cité interdite. Vous pouvez aller compter, maintenant il devrait en manquer un. Les informations que je viens de vous raconter sur ce puits viennent de l'auteur Cui Daiyuan, dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Celui-ci ajoute que si l'on regarde la pierre qui se trouve au-dessus, il n'y a aucune trace d'usure causée par une corde. On sait tous comment un puits fonctionne. On a besoin d'une corde pour hisser les seaux d'eau. Il y avait tout un système de poulies, etc. Mais là, sur ce puits, il n'y a rien de tout ça. Donc si vous allez de nouveau dans la cité interdite et que vous voulez voir l'emplacement original de ce puits, il faut aller à Yihexuan et non à Ningshougong. Parenthèse sur le puits refermée. Continuons notre histoire et revenons en 1901, lorsque les membres de la famille de l'épouse John sont venus sortir le cadavre du puits. On apprend toujours par le biais de l'ancienne dame de cour Zhong'er que l'empereur Guangxu était tellement triste et désespéré qu'il a refusé de se rendre sur place et de voir ce qui restait de la femme de sa vie. En même temps, on peut le comprendre. On dit qu'il a veillé sur le corps derrière un gros rideau, qu'il avait les yeux dans le vide et qu'il était devenu plus sombre et silencieux depuis lors. L'empereur était triste et il le restera jusqu'à sa mort. C'est Cixi qui s'occupa de l'enterrement. Il a été noté dans les archives des rites du ministère intérieur du palais impérial des Qing que le 4 juillet de la 27e année de règne de Guangxu, en 1901, l'épouse John fut inhumée dans le parc national Enji. Si nous devons prendre en convention les enterrements d'un membre de la famille impériale durant la dynastie des Qing, le corps du défunt doit tout d'abord reposer quelque temps à Huangling Zan'anchu, qui se trouve à l'extérieur de la porte Fucheng. Il faut ensuite attendre le jour faste pour l'enterrement. Pourtant, cela ne s'est pas passé comme ça pour épouse John. Le corps de la défunte n'a pas été entreposé à cet endroit, mais a été déposé dans le parc Enji. Ce parc Enji était, depuis la dynastie des Ming, le cimetière des servantes qui avaient servi dans la cité interdite. Alors des gens se sont questionnés sur ce choix. Pourquoi ne l'avoir pas enterré directement dans le tombeau ouest des Qing? Pourquoi épouse John a dû subir cet acte injuste après sa mort? Pourquoi Cixi a fait enterrer la jeune femme comme une simple servante? Avait-elle encore des griefs contre la concubine? Si elle en avait, pourquoi Cixi avait rétabli le titre de noblesse de épouse à la concubine John? Si Cixi avait fait exprès d'enterrer John Fei dans le cimetière aux servantes, elle ne se serait pas donné la peine ensuite de donner un titre de noblesse post-mortem. En réalité, il y a une bonne raison sur le choix de l'avoir enterré là. Cette raison est très simple. Lorsque Cixi est revenu au sein de la cité interdite en 1901, le tombeau, le complexe funéraire de l'empereur Guangxu n'avait pas encore été construit car il était encore très jeune. Et il faut bien l'avouer aussi, Cixi n'a jamais projeté de faire construire un tombeau impérial pour son neveu. Donc il a fallu attendre 1908, l'année du décès du jeune empereur Guangxu, pour lui faire construire un complexe funéraire. Mais ce n'est pas Cixi qui l'a fait construire, car elle est morte le lendemain même du décès de Guangxu. Historiquement, il suffisait qu'un tout jeune empereur monte sur le trône pour que les travaux de son tombeau impérial commencent. Mais comme Cixi n'était pas satisfaite de son neveu qu'elle avait mis sur le trône, et qu'elle l'a même destitué, elle n'a jamais prévu de lui faire construire quoi que ce soit. Ajoutez à cela la situation catastrophique de la fin de la dynastie, la vente des territoires aux étrangers pour renflouer les caisses de l'État, il ne restait plus grand-chose. Cixi a donc pris le peu d'argent qu'il restait pour se faire construire son propre mausolée. C'est pour cette raison qu'il n'y avait même pas un croquis du mausolée de l'empereur Guangxu de son vivant. Alors comment il aurait pu en faire construire un pour son épouse? Pourtant, à l'heure actuelle, épouse John ne repose plus dans le cimetière des servantes. Son cercueil a été déplacé il y a plus d'1 siècle de ça, et son tombeau se trouve dans le parc aux concubines du complexe funéraire de l'empereur Guangxu dans le Qingxiling. Quelqu'un a réussi à exaucer le vœu de l'empereur quelques années après sa mort. Mais si Guangxu n'avait aucun moyen de faire enterrer son épouse de façon correcte, qui aurait pu le faire? Qui, à part Guangxu, voulait voir de grandes funérailles pour épouse John? Cixi. Impossible. Comme je viens de vous le dire, elle est morte le lendemain même de la mort de Guangxu en 1908. Passons en revue les personnes du harem qui auraient pu faire quelque chose pour la défunte. L'impératrice Longu, elle était bien trop jalouse de l'épouse John. Il était hors de question qu'elle la fasse enterrer comme une concubine impériale. L'avoir enterrée dans le cimetière des servantes lui convenait parfaitement. Il nous reste donc épouse Jean, la sœur aînée de épouse John. En 1901, alors que le convoi impérial était retourné dans la cité interdite, on entendait souvent une femme pleurer à côté du puits. Cette femme, c'était l'épouse Jean. En réalité, épouse Jean
portait bien plus d'importance au lien sacré du sang qu'à tous les ennuis que sa petite sœur avait pu lui donner. Épouse Jin et Jun ont été élevées ensemble depuis toute petite. Elles dépendaient l'une de l'autre pour vivre dans le harem impérial. Elles étaient inséparables. Alors c'était un vrai supplice pour épouse Jin de savoir que sa sœur cadette bien-aimée avait été exécutée et enterrée dans le cimetière des servantes. Mais comment a-t-elle fait pour pouvoir déplacer le cercueil dans le complexe funéraire impérial et lui donner de gigantesques funérailles? Il aura fallu attendre 1913, année du décès de l'impératrice douairière Long-Hu, pour qu'épouse Jin puisse enfin faire ses condoléances de manière officielle en préparant une salle funèbre dans une petite pièce située au nord du puits. Elle a également écrit au pinceau Huai Yuan Tang sur une tablette qu'elle a accrochée au-dessus de la porte. Une autre tablette écrite par elle repose à l'intérieur de la pièce. Sur celle-ci est écrit Jingwei Tongchang. La tablette de l'épouse Jun est posée juste en dessous. Épouse Jin venait très souvent dans cette pièce funéraire pour brûler de l'encens et de la fausse monnaie pour sa sœur défunte. Cette année-là était remplie de bonnes nouvelles pour épouse Jin, car à part avoir pu confectionner un petit hôtel pour sa défunte sœur, elle a appris que les travaux du parc funéraire de l'empereur Guangxu étaient enfin terminés. Bien entendu, ce parc funéraire incluait les tombeaux des concubines. Le 9 avril 1913, un train partant de la porte Zhengyang à Pékin arriva quelques heures plus tard dans le cimetière impérial ouest des Qing dans la province du Hebei. Ce train transportait le cercueil de l'épouse Jun sous la présidence de l'épouse Jin. Le cercueil a séjourné quelque temps dans le Qingxi Ling Zan'andian, comme le voulait le règlement impérial. Et c'est le 13 décembre que le cercueil a rejoint officiellement son tombeau. Afin de montrer sa sincérité, épouse Jin s'était vêtue d'une tenue de deuil et avait elle-même présidé les funérailles. La cérémonie était spectaculaire et solennelle, tout s'était déroulé comme des funérailles d'une noble épouse impériale. Après avoir trouvé la mort tragiquement 13 ans plus tôt, épouse Jun a enfin eu un traitement impérial qu'elle aurait dû avoir dès le début. Épouse Jin est morte quelques années plus tard, en 1924, et fut inhumée dans un tombeau juste à côté de sa cadette. L'un étant du côté est, l'autre du côté ouest du parc funéraire des concubines de Guangxu, le parc des tombeaux sublimes des concubines. Vous devez penser qu'après toutes les péripéties qu'elle a dû subir, épouse Jun a enfin pu trouver le repos éternel auprès de son époux et auprès de sa sœur aînée. Malheureusement, l'histoire n'est pas tout à fait finie. Mais étant donné que la vidéo d'aujourd'hui est déjà assez longue, je vous garde le reste de l'histoire pour une prochaine vidéo. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère que l'histoire de Pearl Concubine vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, de commenter, de partager, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ça m'aiderait énormément. Et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye! 皇上这样的对待我，不怕别人猜忌我吗？我是皇上，谁又敢把你怎么样呢？